élabore un petit état des lieux de rentrée de la situation économique américaine dans la perspective de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui se tiendra le 31 janvier et le 1er février prochain avec une nouvelle hausse de taux délivrée par la Fed. Thomas Kosterg est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste senior US de Pictet Wealth Management. Avant le prochain meeting de politique monétaire, nous avons eu les minutes de la dernière réunion de la Fed qui se tenait mi-décembre. Les minutes ont été publiées hier soir. La Fed est agacée, Thomas. La Fed est agacée de voir que le marché n'est pas convaincu par son discours et le marché continue d'anticiper une Fed qui finira à un moment par craquer au cours de cette année 2023. Une détente non souhaitée des conditions financières, surtout si elle est induite par une mauvaise compréhension de notre fonction de réaction, est contre-productive pour nous, Réserve fédérale américaine. Tout à fait. Donc le message principal des minutes, je pense, c'était surtout le message que la Fed n'anticipe pas de baisser les taux en 2023. Donc ça, c'est important parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, le marché monétaire s'attend à des baisses de taux, disons, en deuxième moitié d'année 2023. Donc la Fed essaye de repousser, résister à ce pricing de marché, même d'essayer d'influencer ce pricing de marché. On note quand même que pour l'instant, le marché ne croit pas aux prévisions de la Fed. Je rappelle que les prévisions de la Fed, c'est pour un taux Fed Funds à 5,1% d'ici la fin de l'année 2023, alors que le marché price environ 4,57% maintenant pour la fin d'année. Donc, on a un peu une dichotomie entre le marché et la Fed. L'autre point, c'est que la Fed n'est en effet pas satisfaite des conditions financières qui, d'après elle, se sont relâchées trop ces dernières semaines. Et je pense d'ailleurs que c'est une des conditions clés dans le prochain meeting, c'est dans quelle mesure les conditions financières se retendent ou pas. Si elles ne se retendent pas suffisamment, on aura encore plus de hawkishness des membres de la Fed. Et bien, le deuxième paramètre, ce sera le marché de l'emploi qui décidera de la hausse de taux. Moi, je m'attends toujours à une hausse de taux de 50 points de base au prochain meeting, alors que le marché est partagé. Le marché price 35 points de base. Mais de ce point de vue-là, les prochaines semaines seront décisives. On aura les chiffres d'emploi effectivement en fin de semaine, mais à nouveau, comment on explique cet écart ou cette divergence entre le marché et la Fed? Est-ce qu'il faut comprendre que les investisseurs et la Fed ne regardent pas les mêmes indicateurs pour que le marché anticipe une Fed qui serait prête à assouplir ses taux en fin d'année? Qu'est-ce que le marché regarde que la Fed ne regarde pas peut-être, Thomas? En effet, une caractéristique de la réaction de fonction de la Fed, notamment en 2022, ça a été son caractère, j'allais dire rétroviseur. On regarde dans le rétroviseur, donc c'est très backward-looking, comme on dit en anglais, alors que le marché peut-être est en effet un peu plus dans les indicateurs avancés du cycle. Et on a vu cette dichotomie parfaitement hier, par exemple, avec une enquête reprise, la fameuse enquête ISM, qui continue de plonger en territoire de contraction, alors même que les chiffres de l'emploi, notamment les postes vacants, restent très, très élevés. Donc on a une Fed qui regarde les indicateurs du marché de l'emploi, qui eux sont un indicateur retardé du cycle économique, alors que c'est vrai, le marché a tendance plutôt à regarder par le pare-brise et voit une économie qui est en train de s'effriter, voire même qui est en train de glisser doucement mais sûrement en récession. Même si, quand on voit par exemple les modèles d'activité instantanée de la Fed d'Atlanta, par exemple, on attend encore une croissance du 4e trimestre aux États-Unis qui s'annonce solide à nouveau, Thomas. Tout à fait, la croissance s'annonce solide, en particulier parce que il y a des effets techniques, comme d'habitude, mais il y a aussi une consommation pour le 4e trimestre qui s'avère en effet bonne. Mais la question c'est, est-ce que cette consommation va perdurer? Et je voudrais comme juste dire un peu un fun fact du jour. Juste avant la récession de 2007, au 3e trimestre de 2007, la première estimation du PIB, c'était 4,9%. D'accord? Donc une forte croissance du PIB n'a aucune incidence sur la suite des événements. Exactement. Oui, la récession commence en décembre 2007, c'est ça aux États-Unis.
Voilà, en décembre 2007, la récession commence. Au T3, en première estimation, le chiffre, c'est 4,9%. Après, il sera révisé d'ailleurs à la baisse. Ça, c'est ce qui est intéressant avec les chiffres américains, c'est qu'en général, quand il y a une récession, on révise à la baisse ensuite les chiffres. Donc, il faut d'ailleurs plutôt suivre les révisions que les chiffres instantanés eux-mêmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un faisceau d'indices qui montre quand même une glissade vers la récession, avec les indicateurs avancés qu'il faut regarder, à mon avis, qui sont l'investissement des entreprises et aussi le marché immobilier. Ouais. Et le marché du travail, lui, est-ce qu'il est en aussi bonne forme que ça? C'est vrai que les chiffres globaux qu'on regarde laissent entendre qu'il y a encore une dynamique et une tension importante. Quand on creuse peut-être dans les détails du nombre d'heures travaillées, etc., Thomas, est-ce qu'il y a quand même des signaux d'un début d'effritement, d'une tendance à l'effritement de ce marché du travail? Parce que ça va être le sujet, c'est ce que nous dit la chef économiste du FMI aujourd'hui, qui soutient la Fed dans son effort et dans sa tâche de lutte contre l'inflation. Elle est préoccupée par la résilience du marché du travail américain. C'est assez presque paradoxal pour un économiste de s'inquiéter d'une trop bonne tenue d'un marché du travail. Alors tout à fait, si on regarde encore une fois les chiffres des postes vacants, l'enquête qui est sortie hier, on est à 10,5 millions de postes vacants aux États-Unis pour un nombre de chômeurs de 6 millions. Donc on peut, d'après ces statistiques, dire qu'en effet, il y a une tension sur le marché du travail, il y a beaucoup plus de postes vacants que de chômeurs. Maintenant, si on regarde les détails de l'enquête de l'emploi, on se rend compte quand même que dans les secteurs les plus cycliques, il y a une décélération, et on voit aussi dans les enquêtes avancées qu'il y a une décélération en termes d'embauche, et évidemment aussi on le voit dans les news. On voit notamment cette grande plateforme de vente en ligne qui annonce des suppressions de postes plus importantes que prévues. Oui, Amazon va supprimer jusqu'à 18 000 emplois, effectivement, et c'est plus que ce qui était prévu. On a eu Salesforce également. C'est vrai que chaque annonce de vague de licenciements dans la tech fait les gros titres aujourd'hui, même si ça ne se reflète pas encore vraiment dans les chiffres du marché du travail. Ça va percoler. Ça va percoler. J'entends. Que se passe-t-il au Congrès et plus précisément à la Chambre des représentants? On imaginait que les Républicains allaient quand même pouvoir célébrer sereinement leur demi-victoire aux élections de mi-mandat. Ils sont en train de s'entre-déchirer comme jamais, Thomas. Tout à fait. C'est en effet une scène, alors je ne sais pas si c'est de la tragédie ou une scène comique, mais ce qui se passe, c'est que je pense que les investisseurs, là où les investisseurs, d'un point de vue purement marché, c'est là où on peut se poser des questions, c'est dans quelle mesure l'aile un peu plus extrême du parti ne prendrait pas un peu plus d'envergure, auquel cas il faudrait commencer à s'inquiéter, puisque 2023, il y aura une date limite clé, c'est la date limite de la dette. Il faut relever le plafond de la dette à la Chambre des représentants et au Congrès en général, et on a besoin de toutes les voix. Or, il pourrait se passer qu'il y ait une influence plus importante des extrêmes dans le Parti républicain, auquel cas cette histoire de relèvement du plafond de la dette pourrait aller jusqu'à la dernière minute, et ça pourrait inquiéter les marchés. On n'y est pas encore, mais voilà, ça suggère qu'on pourrait avoir une politique, notamment par rapport à Joe Biden et par rapport à cette dette, ce plafond de la dette, une stratégie politique qui pourrait être un peu plus agressive, et ça pourrait être un peu plus inquiétant pour les marchés financiers. On n'y est pas encore, le plafond de la dette va être effectif plutôt l'été prochain, mais voilà, ça va bientôt arriver quand même. Quel type de contrepartie les républicains les plus durs pourraient chercher à obtenir, Thomas ? Alors eux, les républicains les plus durs sont très clairs. Ils veulent utiliser le plafond de la dette en demandant des concessions pour Joe Biden pour faire des baisses dans les dépenses. Puisque d'après eux, le mandat de Joe Biden a été caractérisé par une gabegie des dépenses publiques, d'après ces républicains-là les plus extrêmes. Et donc, en fait, quelque part, ils utilisent la seule arme qu'ils ont en main, c'est-à-dire il faut relever le plafond de la dette pour demander des concessions budgétaires et faire baisser les dépenses publiques. Bon, après 2 jours de vote sans succès, j'imagine que les votes vont reprendre tout à l'heure à la Chambre des représentants pour voir si Kevin McCarthy a une chance au final d'être élu Speaker, le leader des représentants à la Chambre des représentants, des Républicains bien sûr, à la Chambre des représentants. Merci beaucoup Thomas. Thomas Koster qui était avec nous par téléphone, économiste senior US de Pictet Wealth Management.